Bienvenue sur le podcast Flamboyante et Entrepreneuse. Dans ce podcast, vous allez découvrir mes conversations avec des femmes qui entreprennent avec alignement et intégrité. Je mène ces interviews en mode thérapie entrepreneuriale. Vous pourrez également écouter des billets d'humeur et des épisodes hors série plus inspirationnels. Si vous aimez ce podcast, merci de me soutenir en le partageant et en vous abonnant. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. J'accompagne les chefs d'entreprise sur la vision, le positionnement et la communication de leur entreprise d'un point de vue très pragmatique et également énergétique. Et je suis aussi entrepreneuse depuis 24 ans. Je vous souhaite une très bonne écoute. À bientôt. Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégique, c'est une question de vie ou de mort. Ah, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Non, mais nous, les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Combien il te faut pour commencer? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Coucher double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une femme pour qui les chiffres n'ont aucun secret. Elle les manie, les organise et les affiche sans stress. Elle en a même fait le cœur de son métier. Sylvie Péan est formatrice et consultante en développement commercial. D'abord salariée dans une industrie très technique pendant 17 ans, elle a choisi depuis 2017 de se lancer à son compte et de transmettre des techniques de vente et des méthodes stratégiques aux PME ainsi qu'aux indépendantes et indépendants. Elle vient éclairer le rapport à l'argent, la valeur que l'on estime avoir, le fait de se sentir à l'aise avec ses tarifs, de réussir à les communiquer et évidemment de vivre de son activité. Elle m'a confié que trop de gens abandonnent l'entrepreneuriat pour des raisons commerciales, ce que je constate depuis de nombreuses années également. C'est pourquoi son approche me paraît essentielle pour nous toutes et nous tous. Je suis très heureuse d'accueillir Sylvie au micro de Flamboyante. Bienvenue Sylvie, est-ce que tu peux nous partager ton humeur du jour pour commencer? Eh bien, bonjour Sabine, je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec toi. Je vais bien. On est vendredi et c'est bientôt le week-end et moi j'aime bien les week-ends. J'aime bien bosser mais j'aime beaucoup les week-ends aussi. Et non, je suis plutôt très en forme, merci. Et c'est amusant la façon dont tu me présentes qui aime les chiffres parce que pour tout te dire, quand j'étais en terminale, j'étais fan de maths et je voulais devenir chercheuse en maths. Donc oui, j'aime bien les chiffres. Bon, tu vois, je me suis dit qu'il y avait quand même une appétence pour nous guider commercialement par rapport aux chiffres parce que sinon, ça marche pas. C'est vrai. Est-ce que tu peux te présenter comme tu le souhaites? Bien oui, je suis Sylvie Péan, je suis formatrice et consultante en développement commercial. Comme tu l'as dit, j'accompagne des PME industrielles et ou des entrepreneurs indépendants et toujours, pour moi, c'est l'idée de réaliser que la vente, c'est des relations humaines. C'est pour ça que moi, j'aime la vente et donc c'est avant tout deux personnes qui parfois représentent des entreprises, mais c'est deux êtres humains qui se font confiance. Et la vente, c'est ça, et c'est ça que j'ai envie de transmettre à tous mes clients, tous mes clientes. Est-ce que tu peux nous décrire les grandes lignes de ton aventure professionnelle et entrepreneuriale? Bon, là, moi, j'ai dit succinctement par où tu étais passée, mais peut-être que tu peux nous apporter davantage de détails et puis nous expliquer comment tu en es arrivée à ta situation actuelle. Oui, alors en fait, moi j'ai commencé, gamine, je voulais apprendre toutes les langues du monde et je me suis arrêtée en cours de route, mais par contre j'ai commencé ma carrière quand même en Allemagne et j'étais donc française en Allemagne dans une entreprise dans la plasturgie et on m'a dit c'est bon, t'as compris comment fonctionne la machine, tu sais parler français, alors vas-y va vendre la machine en France et au Benelux et c'est comme ça que ma carrière a commencé. Toujours ensuite dans la vente de produits ou de services techniques. J'ai commencé en Allemagne, après j'ai fait un grand voyage autour du monde, après j'ai travaillé en France, à Paris, dans la ventilation industrielle, j'ai été commerciale itinérante, j'ai fait tout un tas de postes. La dernière boîte dans laquelle j'étais salariée de façon classique, on va dire, c'est une boîte dans le soudage et j'étais responsable commerciale pour la vente de prestations de services en France et à l'international. Et j'aimais énormément le contact humain, c'est ça qui m'a toujours plu dans la vente. Et j'ai découvert aussi que j'aimais bien transmettre, j'aimais bien partager ce que je savais. Et il y a eu un moment où je me suis un petit peu ennuyée dans mon poste. Enfin, c'était intéressant, mais j'avais l'impression de plus apprendre tous les jours. Et pour moi, c'est vraiment un moteur, apprendre. J'adore apprendre. Et j'ai l'impression qu'il y a encore tellement de choses qu'il faut que j'apprenne
une vie ne suffira pas, mais bon, je vais devoir m'en contenter. Et donc, je me suis formée pour devenir formatrice pour adultes. J'ai commencé à tester dans des écoles de commerce, etc. Et puis, je me suis dit, maintenant, ce que je voudrais, c'est former des gens pour vendre à l'international. Et puis, je n'imaginais pas faire autre chose que être salarié. Donc, j'ai commencé à chercher des postes en tant que salarié ou faire du conseil à l'international. Ça n'a pas marché. Probablement qu'une partie de moi me disait que non, j'avais plus envie d'être salarié, mais moi, je voulais pas entendre cette voix parce que j'avais jamais envisagé autre chose. Et donc, en fait, j'ai commencé à faire du réseau, à rencontrer des gens, de plus en plus d'indépendants. Et puis, il y a une nana, une fois, qui m'a dit mais t'as qu'à te lancer à ton compte. C'est bon. Je dis mais j'ai pas de réseau local parce qu'en fait j'avais un réseau à l'international surtout par mon boulot. Et elle me dit mais ça va le faire, tu vas trouver ta place. Et elle a oublié tout de suite ce qu'elle m'a dit, mais sauf que moi c'est bien resté dans un coin de ma tête et c'est là où je me suis décidée. Donc en 2017 j'ai quitté l'entreprise dans laquelle j'étais pour lancer Trust in Move, qui est donc l'entreprise que j'ai lancée. Donc Trust in Move, le nom ça veut dire confiance dans le mouvement, parce que ce que je voulais initialement, c'était aider des gens à avoir confiance vers l'international, à bouger vers l'international. Aujourd'hui, le côté international est moins présent dans mon activité, mais j'accompagne toujours des gens à bouger vers le client, à bouger vers un nouveau marché, à bouger vers une autre organisation commerciale notamment. Et ça reste important pour moi. Mon logo, assez vite, il y a eu une montgolfière parce que j'accompagne les gens à bouger, mais en douceur. On va pas prendre un jet privé, etc. On y va en douceur pour que le changement soit vraiment aussi en interne. J'ai commencé ma carrière comme ça, ma carrière d'indépendante, pardon. Et j'ai rejoint assez vite une coopérative d'activité et d'emploi qui s'appelle l'Ouvre-Boîte. Et donc, je suis entrepreneur salarié. Là, je rencontre plein de gens qui sont dans des métiers très différents. Ça me nourrit. Je fais plein de rencontres. Une des personnes que j'ai rencontrées au tout début quand je me suis lancée m'a dit quand tu te lances, il faut que tu participes à tous les événements, que tu te fasses connaître, que tu rencontres plein de gens. Et ça a été un des conseils les plus précieux et que je transmets aussi aujourd'hui aux gens. C'est allez-y, sortez, rencontrez, bougez. Chaque fois que vous rencontrez des gens, peut-être que vous allez rencontrer des clients ou des prescripteurs, mais aussi juste vous allez pitcher ce que vous faites, pitcher votre activité, et c'est comme ça qu'on grandit aussi dans son activité. Voilà. Et puis, je continue. Bon, écoute, on a ton parcours, c'est bien. On va rentrer dans les détails maintenant. Alors justement, quand on a préparé cette interview, tu m'as dit que trop de gens abandonnaient l'entrepreneuriat pour des raisons commerciales. Alors moi, bien sûr, je le constate aussi, l'aspect commercial d'une entreprise, quand on est entrepreneur, c'est pas forcément inné. En fait, il y a plein de personnes qui ont une expertise, un métier, un savoir-faire, et qui pensent que en devenant entrepreneuse ou entrepreneur, ils vont juste l'exercer. Sauf que ça va bien au-delà de ça, d'avoir sa propre entreprise. C'est que on n'exerce finalement pas tant de temps que ça son métier sur un 100% de travail, et que finalement il y a toutes ces préoccupations autour du client, comment le client va venir à nous, comment on va aller à lui, comment on va transformer et arriver à une relation effectivement de collaboration. Donc toi qui accompagnes de nombreux professionnels, quel est ton regard sur le vécu et le ressenti de celles et ceux qui n'avaient pas envisagé le challenge commercial? Parce qu'en fait, il y en a plein. Moi, je trouve que les gens arrivent dans l'entrepreneuriat en oubliant totalement, la plupart du temps, cet aspect qui est fondamental, puisque, comme tu l'as dit, c'est un enjeu capital qui peut faire arrêter une entreprise, arrêter un élan entrepreneurial. Exactement. En fait, quand j'ai démarré, j'ai rencontré donc beaucoup de gens qui démarraient aussi. Et comme j'avais vendu, encore une fois, pendant de nombreuses années, des produits à plusieurs centaines, voire millions d'euros, centaines de milliers, voire millions d'euros, moi, parler d'argent, vendre, etc., c'était normal, c'était mon métier de base. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout aussi naturel et évident pour plein d'autres personnes, en fait. Des gens qui disaient oui, mais moi, ce que je propose, ça peut convenir à tout le monde. Oui, si ça convient à tout le monde, ça convient à personne, parce qu'en fait, c'est pas taillé pour une cible de clientèle, donc ça va
appeler personne. Donc comment on fait pour affiner, ou des personnes qui disent ah non mais je peux pas vendre ce prix-là, mais c'est beaucoup trop cher, mais non. Ah ok, alors si c'est pas si ton marché il est ok pour payer ce prix-là, pourquoi toi tu le ferais pas, enfin, ou alors tu changes de marché. Voilà, il y a plein de choses, et de fil en aiguille, il y a des gens qui sont venus me demander conseil. Moi, j'avais pas du tout prévu d'accompagner des indépendants. J'étais avec les entreprises, les industries, ça m'allait très bien. Et puis, voilà, de plus en plus de collègues qui ont voulu échanger avec moi sur leur démarche. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin d'aide là-dessus. Et parce qu'en effet, beaucoup se disent j'ai telle expertise, tel talent, je vais vivre de ça. Super. Et en effet, c'est tout à fait possible. Mais quand on est à son compte, on a une expertise, un talent, voilà, ça son savoir-faire, très bien. Mais il faut aussi savoir piloter une entreprise parce que anticiper des coups durs, etc. Voilà, le pilotage c'est important. Et puis surtout, pour moi, la partie commercialisation, communication, comment je parle de mon entreprise, comment je vais convaincre des gens, comment je vais établir différentes offres qui vont s'adapter à différents publics. Comment je m'adresse à ça, quel prix je mets sur tout ça. Enfin, tout ça, c'est un énorme travail et qui est complètement sous-estimé, en fait. Donc, quand tu vois des personnes qui sont vraiment là dans le dur, parce qu'elles ont démarré, elles n'ont pas évalué cette dimension de l'entrepreneuriat, en général, voilà, comment elles vivent ça, tu leur donnes combien de temps avant de rebondir ou de lâcher, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu peux apporter justement comme réponse à ces enjeux-là? Alors, je leur donne combien de temps? Tout dépend de la situation. Et enfin voilà, je suis pas devin, mais ça arrive. Tu vois, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans qu'elles sont à leur compte et elles travaillent tous les week-ends. Elles ont pas de temps pour elles sont fatiguées. Elles arrivent pas à joindre les deux bouts en fin de mois. Enfin, et elles s'épuisent. Ou bien elles sont en couple et elles se rendent bien compte que elles dépendent trop financièrement de leur partenaire, et ça les insatisfait, ça met une pression sur le couple. Enfin voilà, il y a plein de situations dans lesquelles ça peut avoir des gros impacts, et de remise en question aussi, parce que j'y suis pas arrivée, moi. J'arrive pas à bien vivre comme tous les entrepreneurs, entrepreneuses qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui ont l'air tous épanouis, super beaux, une famille, une boîte qui tourne, etc. Pourquoi moi j'y arrive pas? Enfin, voilà, il y a plein de raisons de se remettre en question. Alors que pour autant, parfois c'est pas se remettre en question qu'il faut, mais remettre en question le modèle, la façon dont j'exerce mon métier, la façon dont je vends ma prestation, à qui je vends ma prestation. Ouais, je vois souvent ça. Et il y a un truc qui, moi, que je rencontre très souvent, c'est que des entrepreneurs ou des entrepreneuses me disent oui, mais moi je veux adresser tel public, c'est tel public qui en a vraiment besoin, souvent des particuliers qui ont besoin de soins particuliers, ok. Oui, mais ils peuvent pas payer grand-chose. Alors déjà, je leur dis mais qui tu es pour dire combien les autres peuvent payer, parce que enfin, je trouve que parfois on présume des choses sur les autres à tort. C'est au client ou à la cliente de dire ce qu'il est en mesure d'investir. Et puis surtout, je me dis ok, si tu veux adresser cette clientèle qui te plaît, est-ce que t'es capable d'en vivre? Faisons les calculs. Et si oui, t'es capable d'en vivre, tant mieux. Si t'es pas capable d'en vivre, est-ce que tu peux faire pour développer à côté une autre clientèle qui va te rapporter plus d'argent peut-être et qui te permettra de garder ta clientèle coup de cœur? Voilà, et on travaille comme ça sur un modèle qui peut être hybride, on peut travailler sur différents secteurs d'activité parfois, selon le type de produits ou de services qu'on a envie de vendre. Voilà, il y a plein de choses que je fais. Donc, je fais du coaching commercial et de la formation sur ces sujets-là. Est-ce que tu dirais que finalement,
par rapport à ton regard t'as rencontré un panel de personnes là dans ta carrière. Est-ce que c'est toujours cette histoire d'éducation financière dont on entend parler partout, ou est-ce que c'est un peu plus grand que ça, plus large, c'est-à-dire que c'est un problème de regard, peut-être d'idéalisme, où on n'est pas connecté à cette réalité du marché, à la vente, on a du mal, on va s'excuser quand on va avoir quelque chose à proposer, on va minimiser ses talents et les bénéfices de ces accompagnements. Comment tu caractérises ça, toi? Comment tu as observé ça? C'est vraiment multifactoriel. Okay. Il y a en effet une tendance chez certaines personnes à minimiser. Très récemment, je discutais avec une entrepreneuse qui me parlait de sa petite offre, son petit devis, son petit client, petit projet. Bon, un petit projet, un petit truc, ça se vend petit pour un petit prix. Donc c'est un peu dommage quand c'est ultra quali de toujours dévaloriser ce qu'on propose. Ça c'est une chose. Il y a aussi effectivement un rapport à l'argent qui peut être difficile. Alors, ça peut être difficile pour des raisons familiales. On n'a évidemment pas le même rapport à l'argent selon qu'on a grandi dans des beaux quartiers ou dans des situations économiquement très difficiles. Ça peut être vraiment très différent. Il y a aussi un côté systémique. Le rapport des femmes et des hommes sur l'argent est pas le même. Pour plein de raisons. On va avoir plus tendance à éduquer les hommes à investir sur des grands montants d'argent, et la femme va plutôt être orientée sur des petits montants, c'est les dépenses du quotidien, etc., dans l'éducation. Et puis ensuite, les inégalités salariales, on les a intégrées, c'est-à-dire qu'un homme gagne plus qu'une femme, donc moi quand je me lance, si je suis une femme, je vais peut-être gagner moins qu'un homme, c'est normal, ça fait partie du truc. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut agir nous, mais on évolue tous dans un système, dans une société, et celle-ci, elle nous imprègne de partout. En fait, c'est vraiment très très fort. Le rapport au travail domestique, le rapport aux enfants. Non, je vais pas aller à cette soirée réseau parce qu'il faut que je m'occupe de mes enfants. Ok. Cette réponse-là, je l'entends plus souvent de la part d'entrepreneuses que de la part d'entrepreneurs au masculin. Pour autant, je suis pas sûre que je m'adresse à plus de femmes qui ont des enfants que des hommes qui ont des enfants. Mais il y a tout un il y a un système dans lequel on évolue. Il faut arriver à ouvrir les yeux dessus et à prendre la distance, à dire ok, moi, pour mon activité, j'ai besoin de quoi, j'ai envie de quoi et vers où je veux aller. C'est pas facile, hein. C'est parfois ça va beaucoup plus loin dans le domaine perso que ce qu'on pourrait imaginer au début. Bien sûr, évidemment. Enfin, moi, j'ai la conviction profonde que le pro et le perso sont totalement combinés, voire fusionnés. Même si certaines personnes ne sont pas encore d'accord avec ça, je pense qu'on peut pas se comporter. On a tellement de croyances, on a tellement d'imprégnation personnelle que bien évidemment, elles vont se traduire et on va les voir dans le monde pro. La manière dont on va gérer va être totalement connectée à notre vécu, à nos appréciations de la réalité. Enfin, ça me semble être assez évident, mais toi, tu accompagnes un peu plus de femmes entrepreneuses que d'hommes entrepreneurs, je crois. Est-ce que justement le rapport à l'argent est plus difficile du côté féminin, ou bien il y a des hommes aussi qui peinent mais qui demandent pas parce qu'ils osent pas demander? Comment tu vois ça? Alors, en effet, il y a plus de femmes qui viennent vers moi que d'hommes. Pour différentes raisons. Je pense que je suis une femme, peut-être que c'est plus facile pour certaines personnes de venir vers moi. Il y a aussi le fait que j'ai remarqué, là c'est avec ma casquette de formatrice, que souvent les femmes ont plus tendance à vouloir aller chercher de l'aide, à se remettre en question et à ne pas avoir peur de se remettre en question devant quelqu'un d'autre. Alors qu'un homme va avoir beaucoup plus les hommes que j'ai rencontrés vont peut-être avoir plus de freins à aller chercher de l'aide, à aller demander un conseil et surtout à dévoiler leurs difficultés. Je pense que le rapport à l'argent, on l'a déjà évoqué, de façon systémique, il y a des rapports à l'argent qui sont genrés
et qui sont plus forts que ce que nous on a l'impression de pouvoir changer nous-mêmes en fait. Mais il y a aussi cette conviction chez certains hommes, en tout cas, que ils doivent réussir tout seuls, ils doivent y arriver, et je vais pas dévoiler mes difficultés. Et je suis pas forcément non plus très à l'aise avec l'aspect financier, mais je vais pas en parler surtout. Et donc ça va s'exprimer autrement. Alors que les femmes vont plus facilement, en tout cas avec moi, c'est mon expérience, plus facilement me le dire. Ok, et se rendre vulnérable en annonçant la couleur, quoi. Exactement. Ok. Et toi, dans les personnes que tu reçois, donc alors là, j'ai envie de dire que tu traites des cas individuels, alors que finalement la problématique elle est collective. Bon, enfin, je sais pas, c'est super, hein. J'espère que tu pourras toucher le plus de personnes possible, parce que c'est quand même un sujet qui est très important et puis qui imprègne tout le monde et tous les entrepreneurs. Tu accompagnes donc par rapport à la construction du business, par rapport aux objectifs réalistes ou irréalistes des chefs d'entreprise. C'est extrêmement pragmatique. Tu définis un plan d'action. Comment ça se passe en fait? Alors, des techniques, j'imagine. Oui. La clé pour moi, c'est de faire en fonction des besoins de la personne. Quand je suis dans une démarche de coaching commercial, j'accompagne la personne. C'est chaque fois, systématiquement à la fin du rendez-vous, je dis est-ce qu'on se revoit ou pas. C'est toi qui choisis et c'est toi qui dis quand, etc. C'est toujours à l'initiative de la personne, parce que c'est cette personne qui lance son activité ou qui a son activité qui tourne et qui a des difficultés. Eh bien, c'est à elle d'avoir la manœuvre entre guillemets sur la suite ou pas de cet accompagnement. Et oui, j'ai des outils. Donc, j'ai développé une formation qui s'appelle Kiffe ton tarif. Ça fait depuis 2020 que je la donne, cette formation. Je la donne en collectif, tu vois, donc je réponds aussi à des groupes. Donc, soit c'est un atelier d'une journée, soit c'est en visio 2 demi-journées, voilà. Et vraiment, l'idée de Kiffe ton tarif, c'est que les personnes se sentent à l'aise avec leur prix. Et donc, pour se sentir à l'aise avec leur prix, il faut bien calculer, qu'ils soient en phase avec leurs besoins, leur marché, enfin, tous les indices, entre guillemets, qui permettent de fixer un prix, en capacité de l'assumer, en capacité de le négocier, etc. Donc, c'est vraiment du début à la fin, le rapport au tarif. Et je le fais aussi en individuel. Et puis là, depuis peu, depuis printemps 25, là, je l'ai lancé en e-learning. Donc les gens sont autonomes là-dessus. Et en fait, moi, mon idée, c'est donc soit les gens sont complètement autonomes, font leur e-learning, soit je les accompagne à des rendez-vous réguliers, ils suivent l'e-learning puis je les accompagne. Et puis aussi, moi, ce que j'envisage, c'est dans mes coachings commerciaux, c'est pouvoir avoir des séances en individuel quand la personne en a besoin. Et en plus, pouvoir lui ajouter des ressources qui viennent de l'e-learning, par exemple, pour elle puisse réécouter un truc, changer un petit peu une façon de penser ou faire un exercice de mise en œuvre sur son activité. J'ai notamment un énorme fichier qui s'appelle Kiffe tes chiffres. C'est pour établir les prix pour chacune des activités, chacune des prestats. Voilà, ça c'est un outil que je mets à disposition des personnes que j'accompagne, puisque il me semble essentiel pour être au clair avec ses prix et pouvoir les assumer, quoi. Voilà. Alors, pour toi, c'est souvent une histoire de prix ou il y a une histoire de posture, ou c'est les deux, il y a même 3 ou 4 items, je sais pas comment tu vois ça. Ouais. Alors moi, je l'attaque par l'angle du prix, mais en fait, j'ai une image. Est-ce que tu connais les boîtes de cachou? Tu sais, les boîtes de cachou qui s'ouvrent là, voilà, avec un cercle intérieur et un cercle extérieur, et il faut que les deux ouïes de chaque cercle soient en face. Pour moi, quand on entreprend, il faut être au clair avec sa pépite intérieure, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur du cercle intérieur. C'est-à-dire que moi, je suis au clair, je sais quelle valeur je vaux, ce que j'apporte, dans quoi j'excelle, etc. Et ça, faut être bien au clair avec ça, sinon la valeur, elle va pas sortir, elle va pas pouvoir sortir par la petite ouïe. Mais après, il faut aussi que ce soit en face du cercle extérieur, c'est-à-dire que l'ouïe extérieure, elle soit en face, c'est-à-dire que ce soit en face du bon marché, et que j'ai la posture, donc la posture intérieure, donc ça c'est le cercle intérieur, je suis au clair avec ce que j'apporte,
mais je la porte en face d'un marché qui est fertile, qui est en phase avec moi. Et qui attend. Et qui attend, et qui a besoin. Tout à fait. Ouais. Et si j'essaie de le sortir mais que c'est pas au bon endroit, ben c'est comme si les cachous ils essayaient de sortir de la boîte intérieure mais sans être en face de l'ouïe extérieure, ils vont pas sortir. Ben c'est exactement la même chose. Donc en fait je disais tout à l'heure c'est multifactoriel pour tout ce qui était rapport à l'argent, mais l'entrepreneuriat pour que ça marche, il y a plein de choses à travailler. Et le prix c'est, je dirais, la face émergée de l'iceberg. Mais en effet, il y a tout un iceberg de posture entrepreneuriale, etc. Que moi, je te dis, je l'attaque par le prix, mais on travaille aussi ce qu'il y a en dessous, très souvent, en fait. C'est juste que moi, c'est l'angle par lequel j'ai trouvé quelque chose d'assez facile pour que les gens puissent venir vers moi, quoi. Ouais, c'est la porte d'entrée pour. Et puis en plus, c'est vrai que souvent on est coincé. C'est le premier niveau en fait de cette problématique. C'est ça. Mais ensuite, on creuse et on peut aller beaucoup plus loin. Et quand tu accompagnes, donc on a un rapport à la vente, quelle que soit la vente en fait, de la vente directe, de la vente, j'en sais rien, à l'échelle nationale, internationale. Enfin en fait, quelles sont les typologies de vente que toi que tu identifies, et est-ce que tu peux donner un nouvel axe de vente et de commerce à tes clients? Comment ça se passe? Ouais, en fait, moi j'accompagne des gens qui sont dans la vente aux particuliers, vente en direct, des ventes en boutique, des gens qui sont en vente aux professionnels, dans différents secteurs, que ce soit dans l'industrie, la grande distrib, etc. Enfin voilà, j'accompagne des gens à peu près tout type de vente. Et parfois, j'invite à réfléchir à changer justement de canal de vente. Je pense à une entrepreneuse qui fait des objets artisanaux absolument magnifiques, des tapis superbes, et qui vendait dans des marchés. Donc c'est une façon de vendre, effectivement, une façon de se faire connaître. Sauf que moi, ce que je lui ai dit, c'est que ces pièces, elles sont tellement belles, et d'ailleurs, du coup, elle met un temps fou à les faire, que il fallait mettre un certain prix derrière pour qu'elle puisse en vivre aussi, parce que sinon, elle n'arrivait pas à vivre de son activité, elle avait un job à côté. Et donc, ok, où est-ce que tu peux vendre à ce tarif-là? C'est pas dans un marché. Dans un marché, on va pas acheter des choses à plusieurs milliers d'euros, c'est compliqué. Donc peut-être trouver un autre canal. Donc je l'ai invité à chercher dans des boutiques, les boutiques de créateurs, boutiques de luxe, etc. Et puis aussi à s'adresser à des décorateurs ou décoratrices d'intérieur qui font des boutiques justement, ou des hôtels. Voilà, pour être prescripteur. Et donc là, l'inviter à aller chercher un petit peu autre chose, je pense que c'est aussi mon rôle pour qu'elle puisse trouver plus de clientèle, parce que effectivement, si elle continue à vendre sur des marchés, elle va jamais arriver à vendre non seulement ni les grandes pièces, mais surtout pas au tarif auquel elle aurait besoin de les vendre vu le temps passé, quoi. Ce qui n'empêche pas qu'elle puisse garder une activité de marché parce qu'elle aime ça, elle aime bien avoir le contact direct, pour des plus petites pièces, pour des petits coussins, des petits voilà. Et donc en fait, petit à petit, elle peut distinguer deux offres entre guillemets qui sont différentes selon ce qu'elle produit et aussi leur marché. Et donc avec des canaux de vente différents. Exactement. Est-ce que tu as d'autres exemples tu vois, qui peuvent illustrer aussi, c'est pour qu'on se figure bien ces approches, parce que quand on a la tête dans le guidon, on a du mal en fait à se projeter, à décaler tu vois, quand tu te dis c'est le marché, je vais sur le marché, je pense que voilà, elle a pas eu l'idée, elle, si t'avais pas été là, elle avait pas l'idée pour décaler son canal de vente et trouver peut-être une autre source de commercialisation. Donc c'est ça qui est super intéressant. Ouvrir son champ. Ouais. Il y a aussi l'exemple d'une coach qui son objectif c'était de coacher des gens comme elle. Donc des femmes qui étaient en reconversion mais qui savaient pas trop s'y prendre, etc. Et ça passait par le bouche à oreille. Évidemment, c'était pas des tarifs très élevés parce que c'était des amis d'amis d'amis, donc c'était compliqué de faire des gros prix. Et puis on a réfléchi, on a travaillé ensemble. Et en fait, elle a
une expertise qui peut tout à fait s'adresser aussi à du coaching de dirigeants dans des entreprises, donc qui est en général bien mieux rémunéré que du coaching personnel. Mais elle osait pas, non, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux travailler avec des femmes, pas que sur le projet professionnel, etc. Et en fait, très souvent le coaching, oui, il y a du pro, mais ça se mélange. Donc en fait, progressivement, aussi, elle a aussi adressé une clientèle professionnelle avec des tarifs différents, avec une offre un peu différente, et elle s'est rendue compte qu'elle avait beaucoup de plaisir aussi à ça. C'était pas la même approche, mais c'était aussi très chouette. Et donc maintenant, elle a les deux activités et elle avec deux positionnements qui sont différents, deux postures un peu différentes. Et ça marche, c'est possible. Elle se fait connaître auprès d'une clientèle d'une certaine façon et auprès d'une autre autrement, par du contact direct, et ça marche. Tu vas me dire si tu ressens la même chose. Bon, moi, ça fait 24 ans que je suis entrepreneuse, donc j'en ai vu. J'ai ajusté énormément mes offres, j'ai ajusté énormément mes canaux de vente. Enfin, je ne fais que ça. J'ai le sentiment quand même que là, ces dernières années, on ajuste beaucoup plus souvent sa cible et c'est son canal de vente et ses offres, parce que notre environnement est vraiment volatile, en fait, très impermanent, qu'au niveau économique, politique, c'est chaotique. Même au niveau finalement sanitaire, puisque ces 5 dernières années pour moi font figure d'exception en termes de développement de business, et que finalement je pense que les gens sont aussi un petit peu surpris, en tout cas pour ceux qui n'ont pas démarré avant, c'est que on est sans cesse en train de réajuster. Enfin, moi c'est ce que je ressens, c'est qu'un business et puis quelque chose qui fonctionnait l'année dernière, cette année peut complètement être à remodeler, à refaçonner pour retrouver une nouvelle cible et répondre à un nouveau besoin dans un contexte qui est complètement différent. Je sais pas si tu ressens ça, toi. Ouais, si, voilà, je pense que à moins de vivre dans une grotte, on peut pas passer à côté de toutes les évolutions, oui, géopolitiques, effectivement sanitaires. Il y a aussi l'arrivée de l'intelligence artificielle dans beaucoup de secteurs d'activité, avec les craintes que ça suscite, avec les opportunités que ça suscite aussi. Mais je pense que en effet, quand on est entrepreneur ou entrepreneuse, la difficulté, c'est d'arriver à tout faire, en fait. Et je citais donc l'exemple de ces deux personnes là qui avaient deux offres ou deux canaux, enfin deux façons de travailler différentes. C'est difficile de faire beaucoup plus que deux quand on est tout seul. C'est déjà énorme de travailler deux cibles de clientèle, deux approches, deux canaux de distribution. Mais ça semble quand même de plus en plus utile et pertinent de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Parce que voilà, il faut pouvoir s'adapter. J'ai suivi récemment une formation à la robustesse. Je sais pas si ça te parle avec... C'est génial d'ailleurs ça. Parler plus de robustesse que de performance dans l'entreprise. Et ça, c'est exceptionnel. Je trouve que ce concept est très parlant parce que, effectivement, moi, la performance, c'est un mot qui me convient pas du tout, que je trouve pas du tout juste. Et la robustesse, bien davantage, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on est capable de s'adapter, on est capable de souplesse, on est capable aussi de rebondir. Pour moi, il y a beaucoup plus d'aspects qui sont intégrés dans la robustesse que dans la performance. Ouais, tout à fait. L'idée de renoncer à cette addiction à la performance, toujours plus, pour la remplacer par prendre soin de la pérennité, de la durabilité de ce qu'on entreprend. Et puis de soi aussi, de soi en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse. Parce que tu vois, moi, j'accompagne beaucoup de personnes, puis j'interviewe quand même beaucoup de gens. Je trouve que le mouvement va vers le moins mais mieux. Des personnes qui avaient une quinzaine de salariés il y a encore 5 ans font le choix. Là, on fait le choix ces 5 dernières années d'écrémer. Enfin, en tout cas, les gens sont partis, ils n'ont pas réembauché pour se retrouver solo et être dans une posture plus légère, avec moins de charge mentale, moins de management, plus de contact avec les manettes, tu vois, pour piloter son entreprise. Je trouve que là, d'ailleurs, j'ai fait un podcast hors série qui va sortir bientôt sur le sujet, parce que je trouve qu'il y a un vrai changement, tu vois,
vois, dans l'envie, dans la mentalité d'entreprendre et dans l'envie d'être plus light, plus cool, de revenir à quelque chose de plus juste pour soi, de plus juste pour les autres et d'être moins dans cette quête de chiffres, d'évolution, de performance, de toucher les étoiles, parce que finalement, on n'y arrive pas, quoi, et que c'est des nuits écourtées, c'est énormément de stress, c'est beaucoup de charges mentales, beaucoup de management, beaucoup d'humains pour finalement des résultats à la fin qui sont pas si présents que ça, pas si énormes que ça, et beaucoup de contraintes. Ouais, tout à fait. Et quand on est à son compte, on a énormément d'injonctions dans ce sens-là. Hein. Oui, c'est vraiment très fort. Bah, quand est-ce que t'embauches? Quand est-ce que alors tu fais une levée de fonds, du machin. Enfin. Exactement. Et quand on fait un choix, non, moi j'ai envie de vivre moi de mon activité confortablement, mais j'ai pas envie de démultiplier dans tous les sens. Des croissances exponentielles. Ouais. Ça. Mais aussi parce que c'est je suis convaincue qu'il faut que c'est la responsabilité de chacun de chacune de prendre soin de son environnement, de l'environnement global, mais il y a la notion de santé commune quand on s'intéresse à la robustesse. Je sais pas si ça te parle, la santé commune. Voilà, mais prendre soin de ça. Tu peux nous parler de la robustesse et de la santé commune, parce que je trouve que, enfin, tu vois, toi, ton job, il va être de plus en plus tourné vers ce mouvement-là, et je suis pas sûre que ce soit encore très démocratisé. Donc, n'hésite pas à nous donner les tenants de ce nouveau mouvement. En fait, prendre soin de la santé commune, alors c'est pas de moi, hein, c'est un biologiste, Olivier Amand, qui a théorisé un petit peu ça, et puis il est accompagné par plein de gens, dont Manuel Ibanez, que je connais très bien parce que je travaille avec lui à l'Ouvre-Boîte. En fait, le concept, c'est quoi? C'est de prendre soin de soi, évidemment. Je dois prendre soin de moi, de ma santé, parce que si je suis à mon compte, par exemple, et que je suis malade, enfin, on peut plus rien faire, en fait. Notre activité, elle s'arrête. Il y a plus rien si on est malade. Alors, on peut avoir des systèmes de protection sociale, etc., qui pallient, mais malgré tout, le cœur de l'activité, nos clients, nos clientes, il se passe plus rien. Donc voilà, prendre soin de soi, de sa santé, c'est important. Ne pas s'épuiser, de s'auto... comment dire, il y a une expression, c'est je m'auto-aliène, en fait, voilà, je rends esclave moi-même de mon activité. Il y a la santé de son activité, donc son environnement proche, et puis de sa famille, etc. Donc la santé de ce qui est juste à côté, et puis il y a la santé donc santé sociale, on va dire, et puis la santé de l'environnement, la nature autour de nous. Et en fait, dans l'idéal, il faudrait qu'on ait un temps pour prendre soin de soi, de la société et de l'environnement, de la nature en permanence dans nos activités. Et c'est en fait c'est très intéressant, et ça ouvre plein de portes. Il y a encore plein de choses que moi j'aimerais bien mettre en place dans mes accompagnements pour être encore plus proche de ça. J'essaie de prendre soin de moi. J'essaye de prendre soin de la société dans mes accompagnements, justement à accompagner les gens pour qu'ils soient plus à l'aise dans leur accompagnement, dans leur environnement entrepreneurial, qu'ils soient plus alignés. Voilà, je les aide à ça. Et puis prendre soin de l'environnement, ça passe par plein de choses. Ça passe par pas utiliser l'IA à tout crin, s'en servir de temps en temps, parce qu'effectivement c'est un outil en plus, mais pas comme je vois des gens pour faire une recherche, savoir dans quel resto je vais aller. Ben non, je demande pas ça à la IA. J'ai plein d'autres moyens d'y arriver qui sont beaucoup moins coûteux en énergie, par exemple. Voilà. Bref, c'est très riche, en tout cas. Mais il y a vraiment une notion de justesse dans tout ça, c'est-à-dire que c'est de trouver déjà l'alignement, le positionnement juste, le tarif juste, la posture juste. Enfin, c'est finalement au-delà des chiffres, au-delà de la croissance, de la performance, de la gestion. C'est cette justesse, cet alignement entre qui on est en tant qu'homme et femme, qui on est en tant qu'entrepreneuse, entrepreneur, qui on est dans son entreprise, qui on est dans son entreprise par rapport à son environnement et à ses clients. Et c'est vraiment cette justesse-là qui me semble très très importante à maîtriser et à suivre, parce que bien sûr ça bouge tout le temps, mais c'est comment on arrive à maintenir ce niveau de justesse à tous ces niveaux, dans toutes ces dimensions. Ouais, c'est ça. Moi,
Je dis souvent que j'entreprends avec mes tripes, c'est-à-dire que je prends des décisions en fonction de ce qui se passe. Si je le sens, c'est bien. Si je le sens pas, bah j'y vais pas. Quand j'ai une opportunité, en général, j'essaie de la saisir. Si elle m'appelle, si je suis pas motivée, bon bah j'y vais pas. Et en général, ça se passe mieux comme ça. Et ça, je pense que c'est moi ma façon à moi de rester juste alignée avec qui je suis et ce que j'ai envie de faire sur cette belle planète. Tu m'as dit que pour toi, tout le monde a le droit d'entreprendre. Et d'ailleurs, tu interviens en tant que bénévole auprès de l'association Singa, qui est une association dont tu vas nous parler à Nantes. Pour toi, en fait, t'es sensible au fait de changer les imaginaires, les récits qui sont liés à l'inclusion, même dans l'entrepreneuriat. Comment tu vois ça ? Ouais. Alors oui, donc rapidement, Singa, c'est une association qui aide des personnes nouvellement arrivées à lancer leur entreprise sur le territoire nantais. Nouvellement arrivées où ? En France ? Oui, en France, oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est des personnes d'origine étrangère qui arrivent en France et qui ont un projet entrepreneurial, soit parce qu'elles l'avaient déjà dans leur pays d'origine, soit parce que le fait d'avoir dû quitter leur pays fait que elles ont eu cette idée-là, enfin pour plein de bonnes raisons, elles ont envie d'entreprendre et donc Singa les aide. Il y a tout un parcours et j'interviens auprès de personnes donc qui sont en train de lancer leur activité pour une formation sur la partie vente aux côtés d'une collègue Karine Pasco qui fait aussi cet accompagnement-là. Et oui, l'inclusion, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Alors, peut-être parce que j'ai beaucoup voyagé, beaucoup été à l'international, mais moi, j'ai rencontré énormément de gens de plein de nationalités et en fait, je trouve ça passionnant et je me dis qu'on a tous et toutes à apprendre des uns des autres, donc j'ai vraiment à cœur que ce soit possible. Ça, c'est une partie de l'inclusion. Je vois aussi que dans mon parcours personnel, la place des femmes n'est pas la même que la place des hommes dans le monde de l'entreprise. Le premier job pour lequel j'ai postulé, on m'a dit non parce que t'es une femme. Enfin, j'ai quand même réussi ça pour ma première candidature. Donc voilà, quand t'entends ça au tout début, ça marque. Et donc j'ai toujours eu à cœur de prendre la place que j'avais envie, et indépendamment du fait que j'ai des remarques ou pas sur le fait que je sois une femme. Voilà. Et j'ai envie d'aider aussi des femmes à entreprendre parce que elles ont tout à fait leur place, des femmes à négocier parce que voilà, les femmes ont leur place dans cette société évidemment, et j'ai envie de soutenir ça. Et puis il y a aussi tout ce qui est rapport au handicap. Là, j'ai travaillé pour l'e-learning Kiffe ton tarif à ce qu'il soit accessible à des personnes sourdes, à des personnes malvoyantes, et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste. Je suis pas experte dans ces secteurs-là. Il y a plein de choses que je fais certainement pas encore bien, et ça fait partie des choses que j'ai encore besoin d'apprendre. Mais pour moi, tout le monde, si quelqu'un a envie d'entreprendre, j'ai envie que chaque personne puisse être en capacité d'entreprendre parce que c'est tellement une chouette aventure. Moi, je suis ravie d'être à mon compte. Quand je suis sortie de mes études, mais jamais j'aurais anticipé pouvoir un jour lancer une boîte. Jamais. Et aujourd'hui, ouais, ça me plaît, c'est super. Enfin, je suis vraiment ravie et j'ai envie de partager ça avec plein de gens. Évidemment, tout le monde n'a pas vocation à lancer une entreprise. Mais si quelqu'un écoute et a envie de se lancer, moi j'ai envie que cette personne, quel que soit son parcours, son origine, sa situation, etc., elle puisse le faire. Mmh. Et d'ailleurs, alors, je voulais aussi que tu nous parles de ton expérience en tant que coprésidente du conseil d'administration de l'Ouvre-Boîte. Donc l'Ouvre-Boîte, tu vas me dire si je me trompe, mais c'est une coopérative qui accompagne les porteurs de projets à développer une activité, quelle qu'elle soit, et donc en Loire-Atlantique et en Vendée. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, tes attributions, le rôle de cette scope, les avantages aussi à être hébergé, je crois qu'on dit ça, hébergé par l'Ouvre-Boîte. Enfin, comment ça se passe en fait ? Vous aidez les personnes à se lancer et même, je crois qu'elles restent même très longtemps après. C'est quoi le principe ? Et puis toi, qu'est-ce que tu trouves dans cette expérience ? Et enfin, comment ça te nourrit et qu'est-ce que tu diffuses toi au sein de cette coopérative ?
Ouais. Alors oui, en effet, c'est une coopérative d'activité et d'emploi. Donc, c'est-à-dire que on accompagne des personnes qui sont porteuses d'un projet entrepreneurial. Mais ensuite, on les accompagne, on les forme, et puis jusqu'à ce qu'elles vivent de leur activité. Une fois que elles ont suffisamment de chiffre d'affaires, eh bien, elles peuvent bénéficier d'un salaire. Et en fait, on est salarié, on est à un statut d'entrepreneur salarié. Donc, on est salarié de la coopérative. Alors, moi, mon salaire, il est déclenché uniquement par mon chiffre d'affaires. Hein. C'est-à-dire que si je ne vendais plus rien, bon, il y a un jour, j'aurais plus de salaire, hein, ça c'est sûr. Mais par contre, je bénéficie quand même de la protection sociale, etc., qu'offre le statut salarié. En étant mère de 2 enfants, je trouvais ça plutôt rassurant pour moi quand je me suis lancée de garder ce statut-là. Et puis surtout, ce que je trouve vraiment très porteur, c'est un collectif. Là aujourd'hui, on est à peu près 450. C'est un collectif très large, dans des secteurs d'activité très différents. C'est très nourrissant. Et donc, si on s'y sent bien, eh bien, au bout de 3 ans, on peut devenir sociétaire de la SCOP. Donc, c'est le fait de pouvoir participer à la gouvernance de l'entreprise. Et donc, en fait, moi, je suis devenue sociétaire fin 2020. Et puis, j'ai eu envie de m'investir un peu plus. Donc, fin 2021, je suis rentrée au conseil d'administration et je le co-préside depuis 2022. C'est vraiment une expérience très intéressante parce que ça rajoute une autre dimension à mon entrepreneuriat. Je suis entrepreneuse, j'ai mon activité autonome. Ça, c'est mon activité. Mais à côté, je fais partie d'un grand collectif, donc l'Ouvre-Boîte, et je participe à la gouvernance de ce grand collectif. Et donc de décisions stratégiques. Donc quand même, ça reste une scope de plus de 450 personnes qui sont toutes membres. Alors pas toutes encore sociétaires, mais on a quasiment 200 sociétaires, hein, donc c'est quand même pas mal. Et je participe aux décisions stratégiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je représente les sociétaires qui m'ont élu au sein du conseil d'administration. On est 13 aujourd'hui. Et ensemble, on décide, là par exemple, on est en train de réfléchir sur notre projet d'entreprise. Donc, quelles sont les questions qu'on pose aux sociétaires ? Quelles sont les orientations qu'on va vouloir prendre ? On s'est formé justement à la robustesse récemment pour que notre activité soit stable à court terme, mais viable à long terme, pour faire avec les fluctuations extérieures, géopolitiques notamment, et politique locale en particulier. Et les décisions, elles sont de tout ordre, mais c'est au conseil d'administration qu'il a été décidé que on allait ouvrir un établissement en Vendée, qu'on allait est-ce qu'on maintient un lieu, on a une boutique pour des artisans à Saint-Nazaire ou pas. Ça, c'est une décision qu'on a prise en conseil d'administration. Enfin voilà, c'est des trucs un peu structurants et c'est passionnant. Je suis vraiment ravie d'être dans cette instance parce que ça complète vraiment ma vision de l'entreprise. Et quand je vais voir des PME pour les conseiller sur la stratégie commerciale, mais pas que, bien le fait que je co-préside un conseil d'administration d'une scope de 450 personnes, tout de suite ça pose un petit peu autrement. Je suis pas juste une petite entrepreneuse dans mon coin. J'ai aussi la gestion d'un collectif avec les difficultés. Là récemment, on a dû renouveler la direction parce que pour des raisons personnelles, les 2 personnes qui étaient à la co-direction ont quitté ce poste-là. Et bien changer de direction, c'est pas facile. Réinventer le système de gouvernance autrement, ça fait partie des choses que je fais et qui me motivent beaucoup. Et donc cette scope, elle a pour but de réaliser un chiffre d'affaires ou c'est plus un mode associatif ou finalement, comment ça marche ? Alors non, on réalise un chiffre d'affaires puisqu'en fait le chiffre d'affaires de chaque entrepreneuse. En fait, pour faire très simple, si je facture 100 € à un de mes clients,
eh ben j'ai 11,50 € qui vont partir à la coopérative pour payer toute la partie administrative, comptable, le fait que j'ai un bulletin de paye, enfin voilà, le portage Calliope, enfin tout ce genre de trucs. Et ensuite le reste, eh ben il y a des cotisations sociales patronales en salarié, et ensuite j'ai mon salaire. Et donc oui, on réalise du chiffre d'affaires parce que on a la somme de tous ces chiffres d'affaires là, de tous les entrepreneurs, qui est rapporté à toute la scope. D'accord. Et l'ancienneté de cette coopérative, je crois que c'est une vieille coopérative. 2003, on fait partie des anciennes coopératives d'activité et d'emploi. Ouais. On a fêté nos 20 ans en 2023, c'était vraiment chouette. Et là, oui, c'est mois de septembre 2003. L'ouvre-boîte a une histoire un petit peu particulière parce qu'en fait, on est le fruit d'une volonté de la collectivité locale. En fait, c'est Nantes Métropole qui, à l'initiative, a voulu créer ce nouveau système. C'est un système de coopérative, c'est assez récent, hein. Ça a été inventé dans la région lyonnaise, et puis depuis, ça a essaimé. Il y a des coopératives d'activité d'emploi, des CAE en France entière. Et donc nous, l'ouvre-boîte, on est le fruit de cette volonté pour proposer à des porteuses de projets un nouvel outil d'entrepreneuriat. Il y a 30 ans, pour entreprendre, soit tu crées une SARL ou une EURL, enfin il y avait différents statuts, mais il y avait pas ce statut-là, alors que là, on l'a créé. Et donc depuis, on accompagne entre 100 et 150 personnes par an dans l'entrepreneuriat. Toutes ne restent pas parce que parfois elles se rendent compte que l'entrepreneuriat c'est pas pour moi, je vais faire autre chose, ou bien elles décident de continuer sous un autre statut. Enfin voilà, il y a plein de raisons qui font que les personnes peuvent ne pas rester, mais beaucoup restent. C'est pour ça qu'on grossit. Quand moi je suis rentrée en 2017, on était une centaine. Et là, en 2025, on est 450. Donc oui, on grossit parce que beaucoup de gens restent, s'y sentent bien et continuent à entreprendre dans cet environnement. Ouais. Et donc dans ce cadre qui est finalement au niveau juridique, presque entre l'entrepreneuriat et le salariat, parce que quelque part on a un cadre un peu rassurant, on n'est pas tout seul largué dans la nature à faire son pilotage tout seul. Et il y a ce cadre de la feuille de paye qui peut rassurer. Comme un salarié toucherait sa feuille de paye et son salaire à la fin de chaque mois. C'est finalement une alternative peut-être à un combo salariat-entrepreneuriat. Notre statut, c'est entrepreneur salarié. Ça veut vraiment dire ce que c'est. C'est vraiment le mélange des deux. Et moi, souvent, je dis que j'ai un peu le meilleur des deux mondes parce que je suis à mon compte, je gère mon activité comme je veux, je fais ce que je veux, je suis complètement autonome là-dessus. Personne ne me dit ce qu'il faut que je fasse. Et en même temps, je fais partie d'un collectif avec la puissance du collectif, c'est-à-dire que j'ai un réseau par ce biais-là qui est très important. En cas de coup dur, je sais que j'ai des collègues autour de moi pour m'aider à passer l'épreuve. Donc, pour moi, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. C'est là où moi, je me sens bien. Et ce que je trouve chouette aujourd'hui en France, c'est qu'il y a quand même plein de statuts différents pour entreprendre. Et il y a forcément un statut qui peut correspondre à tout type de profil, en fait. Voilà. Chaque personne doit pouvoir trouver un cadre dans lequel elle pourra se sentir bien pour évoluer. Et l'entrepreneuriat salarié, c'est pour moi un super truc. Puis, il y a aussi peut-être un engagement un peu politique, mais le fait qu'on soit salarié, on cotise au système global. Enfin, on a fait partie de la solidarité nationale, enfin, comme les salariés classiques, hein, mais... on cotise à la sécurité sociale, par exemple. C'est encore un statut qui est assez peu connu, je trouve. À mon sens, malheureusement. Et oui, je suis d'accord. On ne parle pas beaucoup. C'est assez intimiste, en fait. Soit on est dans cette filière-là, dans ce réseau, parce qu'on connaît des gens qui y vont, soit on n'a pas du tout cette info. Et on se lance tout seul, sans filer, j'ai envie de dire. Ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille, notamment la fédération des CAE, puisqu'on fait partie d'une fédé des CAE, travaille là-dessus pour que ce soit plus proposé, mis en avant par les CCI, par exemple, qui accompagnent des gens qui lancent leur activité. Et puis, voilà, on essaie de communiquer aussi, mais oui, il y a énormément de personnes qui sont à leur compte, et ces dernières années, ça a pris vraiment beaucoup d'ampleur.
beaucoup de personnes qui sont au statut de l'auto-entreprise, qui a été créé pour être un statut pour une activité secondaire en fait. Si j'avais un petit side project à côté de mon boulot salarié classique, donc avec très peu de protection sociale par exemple, et puis des conditions qui sont facilitées. Il n'y a pas de TVA, il y a plein de sujets. En tout cas, au début, il n'y a pas de TVA. Mais par contre, pour moi, c'est pas un statut qui est pérenne sur le long terme. Je rencontre, récemment, malheureusement, une entrepreneuse qui était en auto-entreprise et qui avait donc que son activité en auto-entreprise. Elle a eu un pépin de santé, ça a été très très compliqué pour elle parce que il n'y avait pas de filet de sécurité. Bref, c'est un exemple. Mais oui, le statut d'entrepreneur salarié, pour moi, il a vraiment énormément de bénéfices. Je dis pas qu'il est fait pour tout le monde, hein, attention, hein. Mais en tout cas, je trouverais ça chouette qu'il existe plus dans la palette de l'imaginaire des différentes solutions qui sont possibles pour entreprendre. Oui, bien sûr. Merci. Est-ce que tu dirais que la soif d'entreprendre et l'envie de transmettre t'ont mené jusqu'ici, et sur quelles valeurs personnelles t'as construit ton business finalement? Waouh. Alors la soif d'entreprendre, je l'ai découverte en entreprenant. J'avais pas l'impression d'avoir la soif d'entreprendre. Mais par contre, j'ai toujours été assez indépendante et une volonté de liberté, de faire mes choix, faire ce que j'avais envie de faire. Et pour le coup, ça s'est cristallisé en soif d'entreprendre, on va dire. Ouais, parce que l'entrepreneuriat apporte cette liberté, cette indépendance. Donc ça, l'indépendance, c'est une valeur qui est importante pour moi. Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais la joie, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que j'aime mettre de la joie. Enfin, je fais beaucoup d'humour, des blagues, etc. J'aime beaucoup ça. Et j'ai envie de mettre plus de joie dans ce monde. Et je trouve que trop souvent, on valorise, ou en tout cas, on met en avant ce qui est triste, ce qui est anxiogène, ce qui nous met en colère. Et il y a tellement de super choses aussi, et j'ai envie de les mettre en avant et mettre de la gaieté. Un des slogans entre guillemets que j'ai mis pour mon activité, c'est la vente, c'est avant tout des relations humaines. Alors autant y mettre de la joie. Et une rédactrice qui m'a accompagnée m'a aidé à trouver le slogan clé, c'est osez, vendez et souriez. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire oser aller vers votre nouveau marché, votre nouveau client, valoriser vos produits, que sais-je, vendez et souriez parce que c'est comme ça déjà que ça marche. C'est avec le sourire, encore une fois, je trouve que avec un sourire on arrive beaucoup plus à faire de choses. Et puis profitez tout simplement de ça. Ouais, super, j'ai vendu, c'est génial, c'est chouette, je suis contente, j'ai fait ce que j'avais envie de faire, je vais pouvoir faire cette prestation ou autre. Et justement, là, si on va un tout petit peu plus loin dans cette relation humaine qui se tisse dans l'aspect commercial, finalement, est-ce que ta reco, c'est de dire, vous allez vendre quand vous aurez rien à vendre ou quand vous aurez pas l'impression de vendre? Enfin, je sais pas si t'es là-dessus, si tu dégoupilles un peu les peurs, les appréhensions que les personnes peuvent avoir à se dire, oui, mais moi là, je suis dans la posture de j'ai quelque chose à vendre. Et justement, quand on n'a rien à vendre, finalement, c'est là qu'on vend. Enfin, en tout cas, moi, c'est toujours comme ça que j'ai fait. C'est que quand j'y allais comme ça, à la fleur au fusil, sans avoir l'intention de vendre quoi que ce soit à qui que ce soit, juste en partageant mon envie et ma joie de faire ce que je fais et mon expertise, en fait, les gens, ils étaient séduits et c'est là qu'ils arrivaient chez moi et que j'avais vendu un truc, mais je m'en étais pas rendu compte. Est-ce que toi, t'accompagnes aussi là-dessus avec Kiffe ton tarif? Oui, alors ça peut vraiment être ça. C'est marrant de dire j'ai vendu alors que j'avais pas prévu de vendre, mais oui, si on arrive chez un client ou une cliente en disant achetez-moi s'il vous plaît, au secours, j'ai besoin, qu'on a faim, très très faim et qu'on mendie, non, c'est pas comme ça qu'on vend en fait. C'est pas comme ça, ça va pas donner envie. Et c'est toute la difficulté quand je rencontre des gens un peu tardivement entre guillemets, qui se sont fait beaucoup de mal et qui souffrent parce que ces personnes n'ont pas vendu, n'ont pas réussi à vivre leur activité. Évidemment, elles ont très faim, elles ont envie de sauter sur tout ce qui bouge. Sauf que c'est presque ça qui va faire plus peur à la clientèle qu'autre chose. Et oui, quand on a une expertise, quelle qu'elle soit,
on est tellement beau, j'ai envie de dire mettre de la beauté aussi, dans son axe, quand on regarde par exemple un artisan ou une créatrice ou un truc comme ça qui est en train de fabriquer quelque chose, en général, ces gens-là, quand ils sont pris par leur métier, ils sont magnifiques, ils sont superbes. Et puis, il y a des gens qui se métamorphosent et au moment de vendre, je sais pas moi, le couteau ou le bonnet ou que sais-je que les personnes ont fabriqué, là, ils se décomposent et puis ils sont complètement figés. Non, en fait, c'est pas ça, ça va pas donner envie. C'est juste fais ce que tu fais et c'est superbe et ça suffit. En effet, il y a des fois où ça suffit pour attirer le regard, l'attention de quelqu'un. Et c'est toute la difficulté d'arriver à communiquer ça. Quand si on est artisan et que y a des gens qui viennent dans notre atelier, bon, c'est facile de montrer ce qu'on fait, notre passion. Mais ce n'est pas toujours quand on est sur une prestation intellectuelle, quand on accompagne des entreprises ou autres, c'est pas toujours évident. Donc arriver à se faire parfois aider pour mettre en avant, mettre en valeur ça, cette espèce de lumière. Il y a aussi des... ça, c'est bon. C'est voilà. moi. C'est ça. Voilà, faut faire appel à Sabine, voilà. Ouais, voilà. Ouais, on a nos activités et nos recos sont tout à fait connectées. Elles se combinent, évidemment, on en a besoin. Ouais. Mais j'y crois beaucoup, évidemment. Ouais. Pour terminer, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose, un conseil que tu aimerais donner aux personnes qui veulent lancer un business, qui n'osent pas, ou celles qui sont déjà en cours et qui parfois perdent un peu le fil ou se sentent pas à l'aise commercialement? Qu'est-ce que tu pourrais transmettre? Allez-y. Si vous avez envie d'entreprendre, allez-y, allez rencontrer les gens, allez parler de ce que vous faites. Parler raconter la passion que vous mettez dans votre métier, votre expertise. Même si vous avez l'impression que c'est pas intéressant, allez-y. Plus ça va aller, plus ça va devenir justement passionnant, et ça va attirer des gens. Pour moi, c'est vraiment la rencontre qui fait tout, et saisir des opportunités de rencontre, ça permet justement d'aller plus loin. Alors c'est peut-être un conseil un peu simple, mais vraiment, allez-y, sortez. Je rencontrais récemment un gars, un super chouette gars qui a à mon avis, une super grande expertise en vente, et il s'est dit, là, maintenant, il faut que je vende sur LinkedIn. Il se force là-dessus, mais c'est pas de là d'où il vient. Lui, il vient du porte-à-porte. Et en fait, ça marche pas. Et ça fait ça fait 6 mois qu'il travaille une offre, elle est super léchée son truc, c'est génial, tout est bichonné, mais c'est pas là qu'il vend. Et en fait, j'en ai discuté avec lui il y a pas longtemps, et je dis mais vas-y, va voir des gens. Ah ouais, il y a une boîte de l'autre côté de la rue, j'ose pas aller la voir, je le vois quand je sors mon chien et tout, mais vas-y. Et en fait, il y a été la semaine dernière, et il était tout content parce que il avait de nouveau renoué avec ce contact humain. Et je pense que ouais, pour entreprendre, faut y aller, faut sortir de soi, en fait, y aller, et ça marche. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite, c'est que toutes les personnes que j'accompagne, je leur souhaite vraiment sincèrement que ça marche, mais vraiment, c'est pas juste un argument commercial. Oui, je souhaite que ça marche, comme on voit sur beaucoup de réseaux sociaux. C'est vraiment, je rencontre plein de super belles personnes, et ouais, évidemment que j'ai envie que ça marche. Bon, merci beaucoup Sylvie. En tout cas, merci pour le moment que t'as consacré à Flamboyante. Et puis, on peut te retrouver où? Dis-nous où est-ce qu'on te suit, où est-ce qu'on voit tes actualités? Alors, sur LinkedIn, beaucoup sur LinkedIn. Comment? Ouais. Ah, Sylvie Péan. Sylvie Péan, tout à fait. Sinon, j'ai 2 sites. J'ai un site qui est Trust in Move, donc qui est mon activité globale, donc trustinmove.com. Et puis, j'ai un autre site, kifftontarif.com, donc qui est dédié à l'accompagnement pour les entrepreneurs, entrepreneuses. Et puis sinon, je suis souvent au Grand Bain, l'ouvre-boîte, donc vous pouvez venir me voir aussi. À Nantes. C'est à Nantes. Bon, génial. Merci beaucoup pour ce partage, et puis à bientôt. Merci beaucoup, Sabine. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri.
Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!